Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro que nous consacrerons essentiellement à l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, ou plutôt à son ancêtre, à savoir l'URTNA, l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, pour ceux qui s'en souviennent encore. Tout cela dans la rubrique L'invité du magazine, mais avant cela, place à nos reportages. Et pour commencer, retour sur les changements climatiques qui continuent d'avoir des répercussions dramatiques sur notre planète. Même si elle est la moins polluante parmi tous les autres continents, l'Afrique subit tout de même de plein fouet les conséquences de ces changements. Des inondations dévastatrices sont de plus en plus fréquentes, comme lors des récentes pluies qui se sont abattues sur des pays africains comme le Congo, l'île Maurice et le Mozambique. Plusieurs personnes ont perdu la vie, alors que plusieurs autres ont été portées disparues. Des dégâts matériels ont été également recensés, notamment l'effondrement d'infrastructures et la destruction de terres agricoles. L'Afrique continue de souffrir des effets du changement climatique. Récemment, la fureur du cyclone Belal n'a pas épargné les habitants de l'île Maurice. Maisons endommagées, arbres déracinés et véhicules submergés. Les populations de la capitale, Port-Louis, ont subi de plein fouet les conséquences des inondations généralisées. Sur son passage, Belal a fait des morts et des sans-abri. Au Mozambique, dans les districts de Nampula, Memba et Angochi, au moins 2000 personnes ont vu leurs maisons s'effondrer complètement après de fortes pluies qui ont fait 8 morts. En République démocratique du Congo et au Congo, le cœur des habitants vibre au rythme de la montée des eaux dans le fleuve Congo. Ainsi, d'après un porte-parole de l'ONU, la situation est inquiétante. Près de la moitié des 26 provinces de la RDC sont touchées par de graves inondations, y compris la capitale, Kinshasa. En Tanzanie, des crues soudaines ont emporté des véhicules, des maisons, des lignes électriques et un pont crucial à Dar es Salaam. Ce pays d'Afrique de l'Est a reçu des précipitations supérieures à la normale ces derniers mois en raison du phénomène météorologique El Niño. Début janvier 2024, l'agence météorologique rwandaise a mis en garde les populations contre les pluies atypiques qui devraient tomber dans certaines régions du pays au cours de l'année. Le système d'alerte a été activé et les autorités sont appelées à prendre des mesures nécessaires pour éviter de replonger dans le cauchemar vécu par les populations en mai 2023. Autre pays ayant connu les effets dévastateurs de ces changements climatiques est le Rwanda. Le pays multiplie les actions pour faire face et diminuer les conséquences de ces changements. En effet, ces dernières années, le pays a été frappé par d'innombrables catastrophes dues au changement climatique et l'une des solutions pour aider les populations à se redresser est l'assurance agricole. Mouna Nawal Hamoudi. Pour la énième fois, Ouellar Abou Muremi et Laetitia Muro-Rincuir constatent les dégâts des dernières inondations sur le maïs planté dans le marais de Bahimba au nord du Rwanda. La vie de plus de 2500 membres de la coopérative et leurs familles dépend des récoltes provenant de ce marais sévèrement frappé par les effets du changement climatique, comme la plupart des régions agricoles du Rwanda. Cette partie de nos cultures de maïs a souffert de plusieurs intempéries cette saison. D'abord, ça a été des inondations à 2 reprises et ensuite de la gel qui a vraiment empiré les choses. Voyez vous-même comment les tiges de maïs se sont courbées et puis, même si on a l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'épi, il n'y a rien comme vous pouvez le constater. Avec ça, on ne peut même pas atteindre 10 kg de maïs récoltés sur 100 mètres carrés alors que normalement, on y récolte 60 kg. Heureusement pour ces agriculteurs, l'assurance va payer la partie de leur investissement qui a été endommagé. Cela fait 4 ans qu'ils ont souscrit à une politique d'assurance agricole et depuis lors, les choses vont mieux qu'avant. Mais ils veulent plus.
Les derniers cas de catastrophes naturelles qui ont frappé le pays nous ont fait penser à plusieurs façons d'innover dans les produits que nous proposons à nos clients. Quelques produits étaient déjà là. Il faut juste sensibiliser les gens et changer d'approche pour protéger nos clients des conséquences du changement climatique qui sont bien réelles, malheureusement. Les derniers cas de catastrophes naturelles qui ont frappé le pays nous ont fait penser à plusieurs façons d'innover dans les produits que nous proposons à nos clients. Quelques produits étaient déjà là et il faut juste sensibiliser les gens et changer d'approche pour protéger nos clients des conséquences du changement climatique qui sont bien réelles malheureusement. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, plus de 95% des cultures de riz dans tout le pays sont couverts par une politique d'assurance, ce qui témoigne de la réussite générale du programme en seulement 5 ans d'existence. En 2022, le programme a permis de débloquer des crédits agricoles d'une valeur de 2 milliards de francs rwandais, mais quand les catastrophes frappent, elles détruisent bien plus que les produits agricoles. D'où la nécessité de promouvoir également d'autres types d'assurances pour gérer les conséquences du changement climatique sur les populations. Même sujet toujours, mais pour parler d'éducation cette fois-ci, inculquer aux enfants les rudiments et pratiques en faveur de la nature et de l'environnement, c'est l'objectif que se donnent les acteurs de la société civile comme solution à long terme pour relever les défis du changement climatique. Le temps d'une leçon sur la thématique, les élèves sont plongés dans les méandres de la réalité climatique tout en touchant du doigt les meilleures pratiques de préservation de la nature. Malika Bilal. Océane, Clotilde et ses camarades prennent part à une leçon toute particulière. Titre de la leçon, Save Mother Nature. Littéralement en français, sauver la mère nature. Aujourd'hui, ils s'imprègnent de certains fondamentaux de la lutte en faveur de l'environnement. Si les notions ne leur sont pas totalement inconnues, l'objectif de cette leçon initiée par d'autres amoureux de la nature est simple. Comme ambassadeur a pour rôle de sensibiliser ses camarades et de protéger la nature. Ce qui est important pour planter les arbres est que sans les arbres, on ne pourra pas respirer et on sera encombré du gaz carbonique. Malgré les faibles émissions de carbone imputées à l'Afrique par rapport aux autres continents, les populations subissent néanmoins de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Selon les estimations des Nations Unies, en 2022, 110 millions de personnes en Afrique ont été directement touchées par des risques liés au climat et à l'eau, avec des dommages économiques estimés à environ 8,5 milliards de dollars. La protection de la nature est une affaire de tous. La problématique du climat, il faut qu'on arrive à changer nos programmes de formation, c'est-à-dire depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Il faut que les discussions sortent de la sphère étatique et que les populations, le peuple s'approprient parce qu'il s'agit de notre avenir. Initier les plus petits au rudiment de la protection de la nature est un moyen non financier et efficace sur le long terme pour l'adaptation au climat, pour résorber le défi de la protection de l'environnement. Le Rwanda accueille des milliers de migrants venus de plusieurs pays africains, fuyant les guerres et les conflits. Et même si ces migrants avouent se sentir bien sur le sol rwandais, ils espèrent néanmoins trouver un autre pays d'accueil où ils pourront enfin s'installer définitivement. Un accord conclu entre le Rwanda, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine. Le Rwanda accueille depuis 2019 des migrants venus de Libye. Ils sont essentiellement des Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Camerounais, Nigérians, Tchadiens et Soudanais du Sud. Même si ces migrants se sentent soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce en Libye. Ce témoignage est partagé par cette Érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après avoir souffert pendant 4 ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye. La vie en Libye était horrible, c'est ce qui me revient en tête. On était obligé de se payer un loyer, mais on pouvait être expulsé à n'importe quel moment.
On déménageait, mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe, mais j'ai été arrêtée et ramenée en Libye. On m'a emprisonnée et on m'a ravi mes documents du HCR. C'est vraiment un souvenir horrifiant. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. On discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y a des services d'activités récréatives pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers. Ces migrants venus de Libye sont bien conscients du risque de traverser la mer pour rejoindre d'autres continents. Ils disent que la situation dans leur pays les a poussés à prendre ce risque, tout en espérant que leur rêve deviendra un jour une réalité. J'ai toujours voulu tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien dans le pays. Quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye pour tenter de rallier l'Europe. On essayait toujours de croire que par chance, on y parviendrait. La vie dans le camp ici au Rwanda est très différente de la vie en Libye. En Libye, on était exposé à trop de risques, mais une fois arrivé ici, c'est comme si on était chez nous. On est en sécurité. Le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à poursuivre l'intégration de ces migrants venus de Libye et en transit dans le pays jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre pays d'accueil. Une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. Mais la plupart d'entre eux cherchent à émigrer ailleurs. Mais cette fois-ci, ça se fait d'une façon régulière, légale. Et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec les migrants qui viendront si le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni, où ils pourront être intégrés. C'est comme ça que prévu l'accord entre les deux pays. Eux, ils seront intégrés avec les Rwandais. Mais n'oubliez pas aussi qu'il est prévu que s'ils veulent retourner dans leur pays, ils seront aidés pour retourner dans leur pays. Que s'ils veulent immigrer d'une façon régulière, ils auront le droit de le faire. Et s'ils veulent s'intégrer avec les Rwandais, ils pourront également le faire, avoir une résidence, être réfugiés, être migrants ou même avoir la nationalité rwandaise. C'est ouvert. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil hors du continent africain. 6 chercheurs des universités lauréates du premier appel à projet spécial femmes du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI ont reçu des chèques d'une valeur totale de 103,1 millions de francs CFA pour le financement de projets dans les domaines agriculture et sécurité, alimentaire, environnement et biodiversité et développement durable et enfin sciences de la santé. Sur 171 projets réceptionnés par le FONSTI après appel à projet, 6 ont été retenus pour financement. Les 6 femmes chercheurs lauréates se sont distinguées par la pertinence de leurs projets. Des projets qui apportent une réponse aux problèmes de développement. Nous avons soumis un projet pour financement et le FONSTI a accepté de financer ce projet. Le projet porte sur la production et la conservation du maïs. Nous allons concevoir des structures améliorées de stockage pour aider à conserver les stocks de maïs. La contribution des femmes au progrès de la science pour le développement de la Côte d'Ivoire est cruciale et importante. La faible représentation des femmes parmi les bénéficiaires des ressources du FONSTI est devenue donc pour nous une préoccupation. Les 6 lauréates ont présenté des thématiques liées à la sécurité alimentaire, à la santé de la reproduction et à l'environnement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur a apporté ses encouragements et réitéré l'engagement du gouvernement à financer la recherche. J'adresse mes vives félicitations aux lauréates de l'édition 2023 de l'appel à projet spécial femmes pour la qualité de leurs projets dans leurs domaines scientifiques respectifs. Chères lauréates, vous êtes devenus des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble des femmes de ce pays. Les femmes que nous venons d'écouter ont été sélectionnées pour la qualité de leurs projets de recherche et le potentiel de valorisation de leurs résultats
dans le cadre de l'appel à projet spécial femmes lancé par les FONSTI en 2023. Elles contribueront ainsi à trouver des solutions appropriées et pérennes à certaines préoccupations de développement de notre pays. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a mobilisé 103 millions de francs CFA pour le financement des travaux de recherche des 6 lauréates. Selon le FONSTI, seulement 15% des femmes en Côte d'Ivoire sont engagées dans la recherche. L'Afrique continue d'étonner par ses innovations technologiques et cette fois-ci, c'est SynMix Master qui fait sensation. Il s'agit de la première plateforme de mastering basée sur l'intelligence artificielle du continent et ce, grâce au travail acharné de Boubacar Djiba, un entrepreneur sénégalais passionné de musique et c'est depuis plus de 15 ans que cette révolution dans la production musicale a vu le jour. Badia Amarni. Innovation sur le marché de l'industrie musicale avec SynMix Master, la première plateforme de mastering via intelligence artificielle en Afrique. Lancé officiellement le 27 janvier 2024 à Dakar au Sénégal, ce logiciel de programmation vient répondre à un besoin d'obtenir une solution sonique de qualité, accessible à tous les artistes, ingénieurs, producteurs, beatmakers et créateurs de contenu. Cette plateforme permet aux artistes, aux créateurs de contenu, aux ingés, aux compositeurs de pouvoir gagner du temps. Parce qu'on sait que souvent en fait, les artistes créent rapidement et ils ont besoin d'entendre au moins ce qu'ils ont produit. Donc en gain de temps, un gain de temps énorme et en termes de qualité aussi parce qu'on sait qu'il y a 50% des artistes qui n'ont pas forcément accès à des frais onéreux de mastering de studio ou bien même on sait en général il y a 50% des artistes qui ont du mal à masteriser leur musique. SynMix Master fournit une analyse rapide, précise et une optimisation sonore adaptative, éliminant ainsi les erreurs techniques et accélérant le processus de mise au point final tout en préservant l'authenticité artistique. Là où c'est intéressant, c'est certainement pour les plateformes de distribution qui pourront, en termes de partenariat, travailler avec SynMix Master pour pouvoir avoir un niveau de qualité de son qui soit assez intéressant. Et pour le marché local, les acteurs, les créateurs de contenu, les auteurs, compositeurs, les artistes, en fin de compte, qui pourront, avec un pricing qui est assez adapté, accéder aujourd'hui à un service de mastering pour leurs projets musicaux. Les acteurs du paysage musical portés par la vision d'un écosystème musical africain florissant, soutenu par des technologies de pointe, louent cette avancée. Pour avoir un bon mastering, des fois on voyage, on part dans d'autres pays pour trouver les plus bons ingénieurs de son pour faire le mastering et le mix. Et lui, il nous le facilite en 5 minutes qu'on puisse avoir un bon mastering à présenter, à mettre dans les plateformes de téléchargement légales et en plus à mettre dans nos voitures, dans le concert et tout, avoir ce même rendu. Je pense que ça aussi, c'est à saluer. La nouvelle plateforme de mastering ouvre également de nouvelles opportunités économiques, offrant des possibilités de connexion et de partenariat entre artistes et ingénieurs de son. Au Bénin, l'association Bénin Dessin, constituée de caricaturistes, dessinateurs de bandes d'artistes, illustrateurs et autres, œuvrent pour la pérennisation de l'illustration, la bande dessinée et la caricature. À travers l'exposition 9e Rêve Bénin 2024 du Festival international de bande dessinée et du dessin de presse du Bénin, elle compte pérenniser la caricature et le dessin de presse face aux défis contemporains du secteur. Objectif, maintenir la flamme du métier de dessinateur et caricaturiste en voie de disparition. Malika Bellal. Au Bénin, même s'il existe encore des publications satiriques spécialisées dans le dessin de presse, cet art ainsi que la caricature se font de plus en plus rares dans les colonnes des journaux. Pour intéresser davantage au dessin de presse à l'ère du numérique, l'association Bénin Dessin a, en marge de la 2e édition du Festival international de bande dessinée et du dessin de presse du Bénin, procédé au vernissage de l'exposition 9e Rêve Bénin 2024. Réalisée par une douzaine d'auteurs, la vingtaine de séries constituées de caricatures, de dessins de presse et de bandes dessinées traitent de l'actualité béninoise. Mes œuvres parlent un peu de la santé, de l'environnement et de la valorisation du gari au Bénin. J'ai parlé de l'arbre
qui donne de l'ombre, il est toutefois important de planter beaucoup d'arbres. Membre de l'association Bénin Dessin, Odal Béo est un caricaturiste, dessinateur de bandes dessinées et artiste plasticien. Fort de 20 ans d'expérience dans les arts visuels, Odal Béo et ses pairs s'investissent à sauvegarder la caricature, le dessin satirique, l'humour graphique et le dessin de presse. Peu exploré par les jeunes artistes contemporains et les journalistes dans les rédactions. La mission, c'est vraiment maintenir la flamme, amener les gens à continuer à réfléchir sur les problèmes sociopolitiques, avancer des dessins, proposer des choses, améliorer en fait leurs traits, essayer d'aller plus loin et un jour exister sans forcément attendre que les quotidiens nous donnent la possibilité de nous exprimer. Cette bande dessinée qui s'appelle Madeleina de Popo, c'est une bande dessinée beaucoup plus historique qui raconte l'histoire d'une esclave qui est originaire de Grand Popo et qui a été vendue à un marchand danois qui a vécu ses aventures tout et tout. Au Bénin, le dessin de presse constitue la première école de formation des BDistes. Face aux défis du numérique, les dessinateurs et autres artistes illustrateurs s'adaptent en alliant modernité et tradition dans leurs travaux. Les enfants seront initiés à l'art de la caricature par divers ateliers. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de notre magazine. Place à présent à l'invité du MAG. Jingle. Nous allons donc parler lors de cette rubrique de radiodiffusion en Afrique. Nous vous invitons donc à embarquer avec nous pour un fabuleux voyage dans le temps avec pour commandant de bord notre grand frère un ancien cadre de la télévision nationale, aujourd'hui à la retraite, même si ce mot ne veut absolument rien dire pour lui, car il continue de suivre tous les programmes de la télé, ne manquons jamais l'occasion de nous gratifier de ses conseils ô combien précieux. Surtout pour des gens qui continuent d'exercer comme nous ce métier. Monsieur Arabi Hamimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Halim, je suis un immense bonheur de me retrouver chez moi. Voilà, vous êtes vraiment chez vous. Alors, Monsieur Hamimi, avant de commencer, de parler de radiodiffusion, de l'Afrique, je voudrais que vous nous donniez, comme ça, très rapidement, le regard que vous portez aujourd'hui sur les médias africains. Mais c'est un immense bonheur, rien qu'à voir la retransmission de la dernière Coupe d'Afrique. Oui. Il y a eu un pas de géant accompli par les radios-télévisions africaines et donc par les États africains dans le domaine de la radio et de la télévision. Il n'y a absolument aucune différence entre ce qui se fait en Europe et ce qui se fait en Afrique. Monsieur Hamimi, on a souvent dit, même ici dans cette émission, que l'Algérie a depuis son indépendance accordé un intérêt particulier au domaine de la radiodiffusion au niveau du continent. Mais grâce à vous, nous avons découvert que cela ne datait pas de l'indépendance, mais le travail a été fait bien avant. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, ce serait trop lent à développer, mais il y a la RTA, et puis ensuite la télévision, et puis ensuite la radio, TDA. C'est inscrite dans cette idéologie du combat de libération que l'Algérie avait mené de 1954 à 1962, même auparavant avec le mouvement national. Et donc c'est très rapidement pour dire que l'Algérie combattante s'est impliquée très rapidement dès les années 1960 à la création de l'URTNA. Il y a eu donc des réunions préparatoires et j'en veux pour preuve une anecdote. À Conakry, c'était le président Sékou Touré en personne qui était venu au lieu où se déroulait À Conakry, c'était en 1961. En 1961, où se déroulait l'Assemblée générale constitutive de l'Union des radiodiffusions nationales d'Afrique, pour imposer aux participants la proclamation à Conakry de la création de l'URTNA. Et donc un président de la République qui a accordé tout cet intérêt, ça veut tout dire pour la suite de la vie de l'URTNA. Alors, M. Hamimi, tout doit commencer par une véritable prise de conscience de l'importance de l'existence d'une telle union, suivie après par une véritable aussi volonté politique. Est-ce que
les pays africains, dans leur majorité, ont adhéré à cette union, où il y a eu des réticences de la part de certains pays au départ? Non, l'Afrique a adhéré totalement à l'idée. Bon, bien entendu, il y avait les clivages, et en particulier ce que historiquement on avait appelé le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, mais tous étaient convaincus et d'accord pour la création d'une union, pour mettre ensemble un petit peu, en termes de synergie, les capacités des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que la télévision n'existait pas en Afrique dans les années 1960. Seule la radio, et la radio à l'état embryonnaire. Et donc l'Algérie a apporté une contribution très significative, très importante, que nous devrions faire connaître à la nouvelle génération, et dont on devrait s'inspirer des efforts colossaux fournis par la RTA. Donc au nom de l'Algérie, la RTA s'est inscrite dans le discours idéologique et politique de l'État algérien, et qui a fait énormément en direction de l'Afrique dans tous les domaines. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la radio et la télévision. Parce qu'il y a d'autres domaines connexes, par exemple, comme en télécommunication, des stations terriennes avaient été montées par l'Algérie dans un certain nombre de pays africains, au nom de la solidarité toujours. Alors, avant d'aboutir justement à cette union, l'URTENA, il y a eu beaucoup de travail en amont, beaucoup de rencontres. Il y a eu la première rencontre, je crois que c'était à Tunis en 1960, et l'Algérie y avait participé, alors que nous étions encore en pleine guerre de libération. Et je peux même dire que c'est donc nos représentants, parce qu'il y a derrière ce travail idéologique, intellectuel fantastique de Abban Ramadan et de son équipe, qui a considéré l'information et la communication et ce qui tourne autour, comme le football, comme la troupe artistique, etc., et comme le service cinéma, comme étant des armes autrement plus puissantes que l'arme au sens classique du terme. C'est des visionnaires, M. Hamimi, parce que là aujourd'hui on parle des médias comme armes. Eux, ils ont compris ça depuis très longtemps. Ah oui, tout à fait. Écoutez, l'appel du 1er novembre, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on le relit. Et il faut le situer dans le contexte où l'Algérie n'avait pas accès au savoir, à l'instruction, à l'école. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en 1960, le GPRA avait désigné une délégation pour participer à la première réunion à Tunis. Elle a eu lieu à Tunis. Bon, il y a eu des militants de Tunisiens et Algériens qui ont été le groupe de choc, la locomotive, et puis ensuite avec le travail qui avait été effectué autour, et sans oublier un travail colossal qui a été fait par le docteur Frantz Fanon lorsqu'il était ambassadeur du GPRA à Accra. Et j'ai retrouvé l'empreinte dans mes errances africaines qui ont duré à peu près une trentaine d'années, l'empreinte sur l'importance de l'information à l'époque, donc ce que nous appelons maintenant la communication, sans oublier la culture. Et puis ensuite, donc, il y a eu une deuxième réunion, une troisième réunion, et puis la quatrième, c'était à Dakar, et la suivante, c'était à Alger. Elle s'est tenue le 2 novembre 1964. C'est-à-dire au moment, contextuellement parlant, où l'Algérie faisait face à toutes sortes de problèmes. Eh bien, elle a réservé un point de ses engagements pour la tenue à la salle des actes de l'Université d'Alger. J'y étais membre du secrétariat technique pour que cette union ait une forme de vie. C'est là où les statuts, tout l'appareil avait été défini et mis en place, et où le premier secrétaire général avait déjà été pressenti. C'est le docteur Younous qui représentait la radio-télévision égyptienne, qui était un homme d'une immense culture. Il était docteur ès lettres, parlant 3 ou 4 langues. Voilà. Et puis ensuite, après le travail, c'est comme l'appétit. Ça vient en mangeant.
Alors ensuite, il y a eu, il ne suffisait pas simplement de proclamer, de créer les textes de l'organisation, mais il fallait donner du contenu concret. Et donc, dès 1900, on a considéré au départ que la première des choses à faire est de développer la radio et ensuite la télévision. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait la RTR? C'est plus facile avec la radio parce que ça nécessitait moins de moyens aussi. Non, c'est pas aussi facile, c'est plus complexe parce qu'il n'y avait pas de route à l'époque en Afrique. Ouais. Et puis ensuite, il y avait des obstacles naturels. Par exemple, pour les ondes pour la propagation des ondes. Oui, pour la propagation voilà, des pour ondes. La propagation des ondes. Et donc, les dirigeants de la RTA de l'époque, et en particulier Mohamed Rzou, qui était notre directeur général, avec M. Abdelrahman Al-Rouati, qui était directeur technique, avaient considéré que la première ossature à donner à cette union, c'est l'ossature technique. Nous avons l'Algérie, donc la RTA, a construit à Bamako le premier centre technique financé par le financement algérien, avec tous les instruments techniques, et mieux encore, pour un petit peu préparer les conférences de planification au niveau de l'UIT, avait également construit un autre centre à peu près à 280-300 km de Bamako, ce qu'on appelle le centre d'écoute et de mesure de Markala. Et c'est là où on avait installé un pylône de 90 mètres qui avait été construit, démonté en pièces et emmené par route grâce à la contribution de l'ANP, qu'il convient de saluer, l'Armée nationale populaire. Et ils ont fait toute la traversée du désert. Ce n'est pas facile à cette époque-là. Vers les années 65-66 de traverser, parce que c'est des pistes. Tout à fait. Eh bien, il y avait un groupe de 3 ingénieurs qu'il me plaît de citer. C'était Assa, c'était Ould Hamouda et Bourkish. Voilà, et qui sont allés, ils sont restés plusieurs mois pour installer ce pylône et mettre au-dessus des appareils pour commencer le travail d'écoute et de mesure. Et même le puits avait été creusé par les Algériens. Par les Algériens. C'est pour dire que c'est un petit peu comme l'histoire de la maison. On commence par les fondations. Ben oui. Donc on a jeté les fondations et puis ensuite on a continué. Alors les principaux obstacles auxquels faisaient les pays africains pour l'édification d'une union dans le domaine, c'était des questions de fond d'abord. Il y avait bien sûr des tensions politiques entre nous, comme je disais tantôt, entre les deux groupes, mais enfin, comme c'était il faut dire que les pères fondateurs, Alioune Fall du Sénégal a été merveilleux. Le Nigérian, attendez, il avait une barbichette, je ne me rappelle plus de son nom. C'était des gens extraordinaires. Et puis il y avait aussi des Algériens avec eux. Ils avaient quand même une vision que je dirais maintenant panafricaniste. Je n'emploie pas ce terme parce qu'il est à la mode, mais ils étaient véritablement africanistes. Alors imaginez un pays qui se bat pour sa liberté et qui pense à la liberté des autres avant qu'il n'ait recouvré la sienne. C'est fantastique, c'est une vision. Il faudra trouver un vocabulaire pour lui donner du sens. Voilà. Alors, on n'a pas le temps de tout développer, mais on essayera plus ou moins de nous intéresser au chantier auquel s'est attaqué l'URTENA. Alors, premier chantier peut-être, l'édification de sièges, de centres techniques, l'acquisition de moyens techniques. Oui, tout à fait. Et surtout, il ne suffisait pas simplement de donner ces moyens techniques à cette union, mais il suffisait de savoir les utiliser. Oui, on arrivera justement à ce point. Mais déjà, pour l'acquisition, ça nécessitait de l'argent. Oui, bien entendu. De la guerre. Bien entendu. Par exemple, vous avez acheté un studio radio complet que nous avions offert à la Guinée-Bissau. La première image de télévision, je dis bien la première image de télévision à Maputo, elle était algérienne. C'est une équipe de la RTA qui a monté tout un studio, des moyens de diffusion, et même les moyens de transmission ont été dépannés grâce à nos ingénieurs. On était une équipe, et je vais raconter une anecdote. C'était au moment où nous avions lancé la première image qu'une grande partie de la direction de l'ANC avait été décapitée dans l'hôtel où nous vivions.
Dans l'hôtel, elle a été décapitée. Les Africains du Sud, du temps de l'apartheid, avaient réussi, comme c'est pas très loin, la frontière était fluide, et bien, ils sont entrés dans l'hôtel où nous logions, et bien, ils les ont tous liquidés. Et nous, on était là, on aurait pu également être liquidés. Exactement. Voilà. Et donc, lorsque nous avions lancé la première image de la télévision, le président Samora Machel, qui était le responsable du Frélimo, nous avait demandé d'attendre, parce que le pays était en inondation, on en parlait tout à l'heure, c'est récurrent. Et pour nous féliciter, nous avions fait un devoir de solidarité. C'est ce que nous avons d'ailleurs toujours développé dans notre discours en direction de l'URTANA et donc des radios-télévisions africaines. Oui, cette solidarité, elle était importante parce qu'on connaît tous les disparités qu'il y a entre les différents pays africains et les différentes régions africaines. Donc sans cette solidarité, pays aurait été privé des avantages de cette union. Alors, un autre aspect, vous alliez en parler justement, c'est la formation. L'Algérie a beaucoup fait pour la formation, aussi bien des techniciens que des journalistes africains. Tout à fait. On a formé énormément. Bon, j'ai pas les chiffres parce que nous, on n'était pas, bloqués sur la question du chiffre, du nombre, etc. Mais on recevait très régulièrement à la fois des techniciens, des journalistes. Il me plaît de citer par exemple un journaliste qui avait été formé ici à la radio Chaîne 3 est devenu directeur de l'information au niveau de la présidence je crois du Burundi. Et puis ensuite nous avions également envoyé instituer des formateurs. Aux Seychelles par exemple, nous avions une équipe qui est restée pendant 2 ans et qui a formé toute une équipe de journalistes et qui sont devenus par la suite de grands journalistes. Et donc ça explique le bond en avant. Écoutez, il faut savoir être un petit peu humble dans la vie, mais l'Algérie a apporté une contribution importante et malheureusement, jusqu'à notre personnel, disons, pas dirigeant au sens politique du terme, beaucoup de gens ignorent cela. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler. Je suis sûr qu'on en reparlera avec vous, Monsieur Hamimi. Alors, l'autre chantier, justement, de l'URTANA, c'est la création de programmes. Oui, alors là, on s'est dit, il y a un instrument technique, mais ce qui est important, c'est ce qui est véhiculé. Donc, c'est le contenu. C'est le contenu. Et donc, nous avons lancé un système d'échange de programmes, disons, un petit peu laissé à l'appréciation des uns et des autres et de leurs capacités. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait énormément de montants des radios qui ne se suffisaient pas à elles-mêmes pour remplir de quelques heures à peine dans la journée en programme. Et donc, ils avaient forcément recours à l'achat de programmes. Et généralement, ce sont des programmes qui sont donnés par l'ancienne puissance coloniale pour un petit peu maintenir cette pression, etc. Et puis donc, nous étions le premier de contributeurs en programme. Et puis on a considéré que c'était pas suffisant, il fallait monter un système carrément d'échange. Et donc nous avions fait en 1973 une étude que nous avions présentée à Benghazi en présence de Sir Abdelrahman Shariyat Layarmou, qui avait été acceptée. C'était pour abriter, créer un système d'échange et en faire un centre à Alger. Bon, en 1976, ça a été repris en 1975 par la suite. Il y a eu quelques soucis, disons, par rapport à l'équilibre régional. Parce qu'il faut dire que dans cette région du monde, la notion d'équilibre est d'une susceptibilité extraordinaire. Donc il y a des représentations à assurer. Bon, ensuite, on a terminé l'étude, la mise en place, grâce à la contribution de nos amis allemands sur le plan financier exclusivement. Et nous avons donc mis en place un système d'échange avec un centre d'échange à Nairobi. Et là, je vais vous citer une anecdote. En 1984, à l'occasion d'une conférence mondiale sur les satellites, j'avais eu l'idée de remettre au directeur du centre, M. Kassai Ndemena, un Éthiopien de nationalité qui était un ami, je vais demander de faire doubler le rameau de feu de Mohamed Ibn Sen. Il a été diffusé la veille de cette conférence. Le lendemain,
le président de la République qui devait ouvrir, Daniel Arap Moi, s'est excusé. C'est son ministre de la Justice qui était venu ouvrir la conférence. Au lieu de nous parler de satellite, il nous a parlé du film de Mohamed Iftissam parlant en swahili. Ouais. Et il faut savoir que le swahili est parlé dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est. Et à telle enseigne que ce ministre avait dit, eh bien, cette légende du film de nos frères algériens, eh bien, c'est une légende également Maasai. C'est pour dire l'unité et l'unicité historique et culturelle de l'Afrique, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord. Très bien. Alors, un autre point, c'est celui de la création d'un prix de l'URTNA. Ah oui, pour stimuler l'émulation et amener les gens à faire un travail toujours de qualité, nous avions institué en 1964 un prix URTNA, sélectionné donc les meilleurs et puis ensuite attribué des prix. Et ce prix à la faveur de la libération de Nelson Mandela, nous avions de le rebaptiser au nom de Nelson Mandela. Sur proposition de l'Algérie, toujours. Tout à fait, ça s'est passé à Nairobi. Ouais, très bien. Alors, il y a un chantier qui me paraît très intéressant, le marché du film africain. Oui, alors avec la naissance donc de la télévision, avec la naissance et le développement de la télévision, on a considéré qu'il fallait également étendre ce prix URTNA au programme de télévision, qu'il soit de différents genres. Hein. Ouais. Généralement, les Africains ne produisaient pas de téléfilms, sauf la télévision algérienne qui a un stock qui est devenu maintenant tout à fait historique. Ouais. Et donc la perspective était de soustraire les radios-télévisions africaines ainsi que le cinéma africain naissant de cette tutelle pesante des marchés européens, américains et asiatiques aussi, asiatiques, puisque il y avait également à l'île Maurice, donc pas trop loin des produits d'Asie. Oui. Et donc nous avons créé donc des séances de visionnage où des professionnels, des réalisateurs allaient donc avec des produits. Nous avions, comme nous avions lancé cela, il était normal pour nous d'être présents à chaque séance de visionnage. Oui. C'était tous les 2 ans. Et dans ce cadre, nous avons été encore beaucoup plus loin. Nous avions réussi à créer une section au niveau du FESPACO, qui était un rendez-vous incontournable du cinéma africain, où tous les cinéastes du monde venaient. Une section pour les téléfilms. Et donc, nous avions bouclé la boucle. Malheureusement, par la suite, il y a eu des problèmes. Ça ne s'est pas poursuivi. Ouais. Bon, là, c'est un autre débat. Tout à fait. Alors, le dernier chantier auquel nous allons nous intéresser, c'est celui des droits de retransmission des événements sportifs notamment, mais culturels aussi. Oui, là c'était un petit peu le souci majeur parce que comme les radios-télévisions africaines n'avaient pas de moyens financiers en particulier, il était quasiment impossible pour ces radios et ces télévisions de retransmettre les grandes compétitions mondiales. Alors en 1983, nous avions fait adopter à l'occasion d'une réunion mondiale des unions de radio et télévision ici à l'hôtel Horaci, le principe de la gratuité de l'accès aux droits pour la radio. Oui. Et puis ensuite, nous avions convenu entre nous, les unions riches et les unions pauvres, de considérer l'URTNA comme n'ayant pas suffisamment de moyens et nous devons contribuer à l'achat en consortium, parce que nous avions lancé cette idée de contrat à long terme, comme ce que vient de faire le Forum sur l'énergie, et que je salue. Je me retrouve donc dans cette démarche. Disons, j'allais dire philosophique, et c'est ainsi que l'URTNA ne devait payer que 1% sur le budget qui était colossal. Donc ça lui a permis d'accéder, mais malheureusement le monde des affaires a pris le pas, et ensuite c'est devenu un peu complexe, mais à mon avis tout problème complexe, des solutions. Bon, c'est peut-être pas le moment d'évoquer, mais à mon avis, il y a eu des solutions et il est possible également de trouver d'autres solutions. Mais avant cela, il y a quelque chose de très important, aussi bien pour l'Afrique et en particulier pour l'Algérie, c'est la création d'Afrovision. Oui.
Afrovision a été le combat d'une vie pour, disons, pour la RTA et pour la télévision et pour ceux qui l'ont mené. Je n'étais pas seul. J'étais pas seul, comme ce que nous avons fait pour la région arabe, le centre, le Markaz al-Arabi لتبادل الأخبار والبرامج عبر الساتل. C'est un projet algérien, c'est un projet de la RTA, de la RTA, de la télévision, donc ce qu'on appelle l'ASBU. Et maintenant, ce centre qui est à Ouled Fayet est l'équivalent de l'Eurovision. En tout point de vue sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il n'y a rien à dire. Et donc, lorsque nous avions terminé ce projet, au début des années, parallèlement, nous préparions également nous nous sommes engagés dans la même démarche pour la création d'un même système pour l'Afrique. Et donc, nous avions des années durant, nous avons fait des séminaires ici, et à chaque réunion de commission, du conseil d'administration, de l'Assemblée générale, où nous étions souvent à la tête de ces organes, nous rappelions la nécessité. Il fallait libérer les radios et télévisions, et donc les auditeurs, et donc les téléspectateurs africains, de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Elles étaient nombreuses, portugaises, françaises, anglaises, et un petit peu allemandes, américaines, etc. Et donc nous avons, en 1991, à Dakar, c'était à l'occasion d'une conférence que j'ai présidée au nom de l'Algérie, nous avions conclu donc à la décision, nous avons pris la décision de créer, et il y a eu 12 États, 12 radios-télévisions agissant au nom de leurs États. Au nom de leurs États, c'est-à-dire qu'ils sont fondés de pouvoir pour la création d'Afrovision. Bon, 10 étaient en émission-réception et 2 étaient simplement en réception. Mais la gageure, nous l'avions tenue. C'était un défi. Nous l'avions affronté, ce défi-là. Vous l'aviez bien tenu, ce défi. Alors, on me dit qu'on n'a pratiquement plus le temps, mais je sais qu'il y a un sujet qui est très sensible. Très sensible. La voix de la Palestine, M. Hamimi. Oui, vous savez, enfin, il ne faut pas rentrer dans les détails. La voix de la Palestine avait droit de citer ici, dans ce bâtiment même, avec Abou Brahim, il était directeur de la voix palestine, et les mettait tous les jours en direction du monde arabe, hostilité et tout ça. Nous avions pensé à l'époque que cette voix de la Palestine, elle doit également un prolongement, elle doit avoir un prolongement. Elle avait son prolongement au niveau de l'ASBU, puisque la Palestine était considérée comme un pays arabe, mais il fallait la sortir un petit peu de son cadre étroit régional. Tout à fait. Et avec Shahin, qui était le successeur de Abou Brahim, qui était très proche de Yasser Arafat, eh bien, nous avions, en 2 mots, réussi très rapidement, après avoir quelques années auparavant modifié le statut de l'Union, en faire un membre associé de l'URTLA. Et donc, c'est comme ça que Shahin avait fait son discours au Qaïda et que la voix de la Palestine avait été acceptée au sein de l'URTLA. Et j'ajoute que la RTA avait offert un studio mobile radio complet, dont le cahier des charges avait été élaboré par Cheikh Abdelrahman Al-Ghouati en personne d'Aïrhmou, que nous avions, acheté et tout ça auprès d'un pays de fournisseur que je ne vais pas citer. Et que nous avions offert à l'OLP. Malheureusement, à la guerre de Beyrouth, il avait été pris par les sionistes et offert aux Zaïre, à Mobutu. Voilà, c'est très rapidement, comme ça dépend de l'histoire. Alors je sais que ça vous tenait à cœur de parler justement de cette voix de la Palestine, un sujet qui reste malheureusement d'actualité. Avant de terminer, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire, Monsieur Hamimi. Si, pour conclure, je vous disais l'Afrique aux Africains. Oui, c'est le papier que j'ai fait lorsque Abdelrahman Khoja m'a demandé de faire une interview pour l'Assemblée générale de Lagos, je crois, l'année dernière, en 2023. Donc, une interview. Et puis ensuite, je me suis dit que peut-être que l'interview va se perdre dans les méandres des archives numériques et tout ça. Donc, j'ai fait un résumé que je me suis permis d'envoyer à mon ami Halim. Je vous dis merci d'être venu, M. Hamimi. Un dernier mot avant Merci. Je voulais également ajouter que on devrait, à mon avis, faire connaître ce travail de l'Algérie en direction des radios-télévisions
un petit peu comme ce qui a été fait pour les mouvements de libération. À Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires, comme a dit le docteur Agostino Neto. Donc, il est important que cette génération, et même les générations africaines, sachent que, au nom de la solidarité, pas au nom d'un colonialisme ou d'un impérialisme, parce qu'il y a un pays qui pense que l'Algérie a des visées impérialistes. Non, l'Algérie, c'est un devoir de solidarité. Et qui remonte donc à sa révolution, mais à bien y voir l'histoire, ça remonte à beaucoup plus loin, jusqu'à l'époque de nos rois berbères. Voilà, c'est avec ce terme que je termine, bien qu'il n'y a pas de conclusion à ce qui paraît. Il faut développer tout cela. Oui, et on les développera certainement une autre fois, peut-être dans cette émission, et peut-être dans d'autres espaces que Canal Algérie ouvre justement pour parler de l'Afrique et de la dimension africaine de l'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Hamimi. On apprend beaucoup avec vous et c'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Plaisir partagé, et c'est un devoir. Très bien. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre numéro d'Afrique Mag. D'ici là, portez-vous bien. Salam.